murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hello, welcome. What's up with you? Tu vas beaucoup trop vite. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu voulais dire? Des meurtres et du vin, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Voilà. Qui ne connaissent pas? Qui ne nous connaît pas? Toi, là, tu ne connais pas encore. Écoute, bon. je sais pas. Toi qui es là pour la première fois, bienvenue DOS. Bienvenue, bonne chance. Yeah, and good luck with that. Moi, sinon... Ah si, le Robbie Williams. Oh my God. Vas-y, raconte. Alors, je dirais ce que j'ai répondu. J'ai trouvé une vidéo d'une nana qui montre donc une vidéo de Robbie Williams à la naissance de son enfant, qui pendant que sa femme est en train de pousser et de mourir de l'accouchement, le mec il chante ses propres chansons en fait. Ses propres chansons. Et il est insupportable. Et tu vois sa tête, genre elle tient son ventre, elle se met la tête en arrière. Elle en peut plus. Elle a envie de lui dire chante. Puis en plus, il chante pas bien. Mais non, Robbie Williams n'est pas connu pour. Non. Ça m'a fait mourir de rire. Moi, ce que j'ai répondu à Charlotte quand elle m'a envoyé cette vidéo, c'est que là, elle a le droit au divorce et elle a le droit à tout. Un juge lui dire, là, c'est bon, vas-y, et t'as tout. Il ne reste plus rien. T'as plus droit à rien, Robbie. Non, rien. Horrible, c'est tout ce que j'avais. Bon, mais moi, j'ai 2 mini-sujets. Donc, je me suis dit que tu allais être contente parce que Megan Sussex a été renouvelée. Oui, alors, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'on a dit la dernière fois. Du coup, j'ai regardé. Je m'y suis mis et je m'y suis pris. Non, Charlotte, non, c'est nul. Parce que moi... Elle explique comment faire des pop-corns comme si elle inventait le truc. Enfin, c'est incroyablement bête. Mais oui, mais elle fait tout comme si elle inventait le truc, sauf que c'est très simple. Mais après, pour des gens qui connaissent pas, regarde, Martha Stewart, elle faisait les mêmes choses dans les années 80. Oui, mais justement, c'était il y a 55 ans. De quoi tu parles? Non, alors déjà, les années 80, c'était il y a 20 ans. Les années 80, c'était il y a 45 ans. 20 ans. 45 ans. Je resterai là-dessus. Mais n'importe quoi. Mais après, voilà, il y a pour des gens pour qui... faire un arc-en-ciel de fruits, ils n'ont jamais vu ça de leur vie. Tu vois? Et moi, en fait, je me suis dit, je peux pas avec toi. Mais c'est ma meilleure amie, les auditeurs, auditrices. Mais là, avec Charles, je ne peux pas. Laissez-la tranquille. Leave Megan alone. Non, c'est nul à chier. Il y a rien à dire. Arrête tout de suite. Mais oui, c'est beige et c'est boring, mais elle est comme ça. Ok, mais elle mérite pas toute une série télé, quoi. Non. Celle qui tu pourrais la ressembler, il y avait Nigella Lawson, oui, c'est vrai. Une anglaise, et ça devait être aux alentours de 2000. Celle qui disait micro-wave? Je sais pas si c'est des micro-wave. En fait, elle était canon. Elle avait, comme Hélène Kardashian, un gros cul à cette époque-là. Ouais. Enfin, moi, c'était une belle femme. Et elle se faisait des trucs, mais hallucinants. Genre, elle faisait un moment pour tes cadeaux de Noël. Et là, elle montrait, elle était à la télé. Enfin, c'était même sans une blague, quoi. Elle prenait des pêches dans un can. Des pêches en conserve. En conserve. Elle ouvrait le conserve, elle les mettait dans un pot où elle a rajouté du cannelle et 3 fois rien. Ouais. Et ensuite, elle les remettait dans des jolis boucles payées €1 avec un petit ruban et ensuite avec une petite étiquette qu'elle avait à la main. Fait maison. Et c'était l'astuce. Après, l'astuce, c'était pas con, hein. Bah oui. Mais c'est ce que fait Megan. Oui, non. Sauf que Megan, elle croit inventer la roue, quoi. Non, voilà. Bah, écoutez, chacune, là, il y avait Nigella. Tu feras un sondage, Megan Markle, qui est pour, qui est contre. Laissez-la tranquille. Ok. Bon, l'autre truc, et je veux en parler vite fait, parce que c'est mon histoire, je vais pas en parler trop dans mes anecdotes. En fait, je sais pas si je te l'ai jamais dit, j'ai certainement jamais dit au podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait un fait divers, et c'est le premier podcast que j'ai jamais écouté. C'est le podcast Serial. J'adore ce podcast. Voilà, qui est très connu. En fait, ils font une saison comme à la télé. C'est une affaire. Mais c'est une affaire. Et donc, le tout premier qu'ils avaient fait, c'était sur un monsieur qui s'appelait Adnan Syed. J'adore. Qui est allé en prison pour le meurtre de sa copine à l'époque. C'était un adolescent, enfin un lycéen. Et sauf que, vous imaginez bien s'ils ont pu faire toute une série, parce que je crois qu'il y avait 10, 12 épisodes, quelque chose comme ça. C'était pas très clair que c'était vraiment lui le tueur. Et donc, parfois, j'écoute le True Crime. Et celui-là, je l'avais écouté, était vraiment hyper intéressant, du vrai journalisme. Donc, rien à voir avec nous. Pas nous.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, il est enfin sorti. Hein. Il y a des va-et-vient dans son affaire, et il a été retrouvé innocent, il a été trouvé coupable. Enfin, je sais pas exactement tous les détails, mais en tout cas, il a été finalement là prononcé tout juste qu'il ne passerait plus de temps en prison supplémentaire. Wow. Donc son périple, si on peut le dire, s'arrête enfin là, quoi. C'est horrible. Ouais, mais bon, voilà. Et donc, du coup, je voulais te dire que c'était un peu un mensonge, que j'ai déjà écouté du true crime. Et moi, je pense qu'il est innocent. Oui, moi aussi, je pensais qu'il était innocent, ouais. Enfin, en tout cas, ça peut rester dans le coin des recommandations, parce que Serial, bon, c'est en anglais. Peut-être que maintenant, il y a des sous-titres, je sais pas comment ça marche. Moi, c'est pas du tout, c'est en anglais, mais la dernière fois, j'ai l'impression que j'arrivais plus à accéder parce qu'il fallait que j'ai un truc. D'ailleurs, Spotify, j'ai eu des pubs à nouveau. Ah bon? Mais oui. Je me suis dit, est-ce que c'est méta ou les conneries ou non, je pense qu'il y a un problème avec ton abonnement, parce que moi, j'ai pas de pub. Ah, bah écoute, je sais pas, je regarderai. Voilà. Et donc, ce soir, c'est mon histoire. Donc, Marie. Maman. On est au Mas-Magnan, le pont des Anglais. C'est un vin cultivé, vinifié et élevé par la famille Fraisse. Alors, attends, j'ai mes lunettes, mais c'est tout petit. Je vais revenir. C'est un vin du pays de l'Hérault. Donc, c'est un Sauvignon Vermentino et Colombard. J'aime bien Vermentino. Et on va faire le pop. Ah oui, d'ailleurs, j'ai posté sur Instagram il y a 2 semaines l'idée de Bruno de faire un épisode ASMR. Alors, les votes? J'ai pas fait de vote encore. Ah, ok. Mais écoute, tu verras. Moi, ça sera non. Et ma vote compte double. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, il y avait plein de choses. Mais moi aussi, il compte double, donc 0-0, la balle au centre. Ouais, c'est vrai. Ok. En même temps, on peut juste arrêter de voter si toi, tu votes pas sur les miens et toi, non, arrête. J'étais prête. Il est excellent. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Donc, let's go. Are we ready? Let's go, bitch. Donc, je vais vous raconter cette histoire, l'enlèvement des enfants du bus de Chowchilla, en 1976. Chowchilla, il y a eu en plus, il y a eu ça. Ça n'existait pas en 76. Il y avait trop de trucs. Donc, il y a plein de choses sur cette affaire en ligne. Il y a une vidéo, il y a des choses sur YouTube, il y a plein d'images d'actualité que je vais te passer. Donc là, tu seras, contrairement à la semaine dernière, là, tu vas avoir les images d'actualité plus. OK. Parce que cette histoire s'est déroulée en même temps dans les journaux. OK. Et des personnes ont tout compilé, donc tu as vraiment des options. Mais moi, pourquoi je raconte cette histoire? Parce que cette histoire m'a été recommandée par la fille d'un de nos bonnes amis, qui a 14 ans et qui est déjà passionnée par les faits divers et le true crime. Polly. Ouais, tout à fait. Donc, j'adore passer du temps avec elle, malgré cette affinité. D'ailleurs, je crois que la dernière fois, on a passé un après-midi ensemble. Elle m'a fait regarder des documentaires horribles. Par exemple, celui sur le tireur norvégien sur les ados. Ah oui, Andreas. Voilà. Mais quoique, en dehors de tout ça, je l'aime beaucoup. Et c'est grâce à elle que j'ai découvert et que je vous raconte cette histoire. Moi, je l'adore. Et elle aime beaucoup les films d'horreur aussi. Elle adore ça. On a aussi regardé ça. Donc, voilà. Mais ce que j'aime bien avec elle, et c'est la nouvelle génération, dans les films où c'est un peu trop long, où il y a un moment où, en fait, juste les gens parlent entre eux, elle va mettre fast forward. Non, ça, je n'ai pas besoin pour aller dans les trucs strictement gore, fight, etc. En fait, quand c'est trop de blabla, eux, ils passent. Hein. Ils regardent les films comme on regarde le porno. Alors, on va pas aller en détail, mais je comprends. Alors, maman, je n'ai jamais regardé de porno, c'est dégoûtant. Mais je suis pas là pour savoir comment vous êtes rencontrés, quoi. Do it! Oh my God. All right. Jamais on va laisser nos noms sortir dans le public sans qu'on soit sûr que ce podcast est notre bread and butter. Oui. Anyway. L'histoire commence le 15 juillet 1976. Il est environ 4 heures à Chowchilla, en Californie. Évidemment. Je suis désolée. Hein. Et le chauffeur de bus des écoles primaires de Dairyland, Ed Ray, il s'appelle, dépose les enfants après leur excursion scolaire d'été ce jour-là, parce qu'ils sont à l'école d'été, en fait. Okay. Donc, Chowchilla, c'est un petit village qui compte moins de 5000 habitants. Ils se disent que c'est une petite ville de vaches. Les gens, par exemple, ne ferment pas leurs portes à pied la nuit. Pourquoi ils n'ont pas appelé la ville Chowchilla, alors?
Et that's true. Well said. We'll call them. Et donc, c'est une région très agricole et les gens, ils vivent là depuis des générations dans un même lieu. So, Ed Ray, c'est le chauffeur de bus. Les enfants vont de 5 ans à 14 ans. C'est l'école d'été. Donc, c'est un groupe d'enfants d'âge varié, comme j'ai dit, qui font des activités pendant que leurs parents sont au travail. Mhm. Et ce jour-là, l'excursion avait pour destination la piscine municipale située sur le terrain de la foire de Chowchilla. Par exemple, je dis ça, dans toute cette expérience que je vais vous raconter, il y a une petite fille qui vit tout ça en maillot de bain. Parce que, tu sais, il devait dire c'est la fin, venez vite au bus, et puis il y en a une, elle était à la ramasse. Toi. Voilà. Plutôt toi, j'allais dire, mais ok, si tu veux. C'est vrai? Moi, je suis très organisée, en l'occurrence. Toi, t'es très organisée, mais je te vois trop en maillot petite. Là, comme ça. Oui, en maillot, mais pas en retard. Je suis non, pas pas en retard, moi. non. Non, ça, c'est Sophie. Sophie. Voilà, donc. La maman de Polly. Voilà, exactement. Donc là, c'est une journée caniculaire. Là, c'est une partie de la Californie centrale au mois de juillet. Donc, il fait méga chaud. Les enfants racontent comment ils se souviennent de la conduite du bus, comment ils adoraient Ed. D'ailleurs, ils l'appellent tous Edouard. Et parce que ça fait quand même 26 ans qu'il est chauffeur de bus, quoi. Toute la vie des enfants. C'est ça. Donc, Ed commence tout juste son trajet de retour. Il vient de déposer quelques enfants au début de son itinéraire. Mhm. Et il s'approche d'un arrêt de bus. Et là, il voit une camionnette blanche en panne qui bloque l'intersection. Là, il y a 26 enfants dans le bus et 27 au total, y compris Ed. Okay. Donc, Ed a vécu toute sa vie presque à Chowchilla. Il est chauffeur depuis 26 ans. Il connaît tout le monde en ville, ainsi que toutes les routes de campagne qui composent son itinéraire quotidien. Alors, quand il voit cette camionnette blanche, il n'hésite pas à s'arrêter, à ouvrir la porte du bus pour voir lequel de ses voisins pourrait avoir besoin d'aide, parce que c'est le genre de ville, quoi, Chowchilla. Ouais. Alors, Ed, il s'arrête, il ouvre les portes pour voir ce qui se passe et qui a besoin d'aide. Et pendant qu'il le fait, 2 hommes montent dans le bus en portant des collants sur la tête, genre braqueur de banque. Ce qui, tu imagines, fait très peur. Et surtout, c'était un petit enfant. Ouais, moi, ça me ferait peur. L'un d'eux tient un fusil à canon scié en direction d'Ed et lui dit d'aller à l'arrière du bus. Puis, cet homme masqué va pointer son arme sur les enfants pendant que le deuxième homme prend la place du volant et commence à conduire. Et un troisième homme suit dans la camionnette blanche qu'ils ont prétendu forcément être en panne. Donc là, avec Ed et tous les enfants à bord, ces 3 hommes masqués viennent de détourner cet autobus rempli d'enfants. Wow. Et ensuite, il y a aussi Jennifer Brown, qui est à cette époque-là âgée de 9 ans, qui est forcément dans le bus, qui va raconter quelques anecdotes. Elle dit que lorsque Ed va passer à l'arrière du bus, il va dire très durement aux enfants « Taisez-vous, asseyez-vous ». Faites ce qu'ils disent. Ouais. Elle n'avait jamais entendu, elle ne l'avait jamais entendu parler aux enfants comme ça. Et c'est ça qu'elle sait que quelque chose ne va vraiment pas. En fait, c'est Ed qui leur font plus peur que les mecs, tu imagines, son dans la tête d'un enfant. particulière, et ça, oulala, c'est sérieux. Oui, c'est ça, exactement. Donc, les kidnappeurs vont prendre des routes de campagne. Ils finissent par s'engager dans un lit de rivière asséché, dans un marais, à 11 km de la ville de Chowchilla. Ils descendent dans cette zone et en fait, tu peux le voir sur les photos, le marais était un peu rempli d'arbres et de bambous qui faisaient 2 fois la hauteur du bus scolaire. Okay. Donc, comme les bambous sont si hauts, ils conduisent le bus à l'intérieur et il est parfaitement caché de l'extérieur. Le troisième conducteur, donc la camionnette blanche, part le reculer avec une deuxième camionnette verte jusqu'aux portes du bus. Et ils ouvrent les portes arrière, parce que tu sais qu'il y a les portes arrière d'un bus et les portes arrière des camionnettes aux États-Unis, si tu as déjà vu les images. Voilà. Et en fait, le camionnette à l'intérieur est renforcé par des panneaux de bois. Toutes les fenêtres sont noircies et aucune ventilation n'a été ajoutée. Donc, on ne peut pas voir à l'intérieur ni de l'extérieur. Okay. Donc, ils disent aux enfants de sauter du bus à l'arrière de la camionnette pour qu'aucune empreinte ne reste sur le sol et qu'ils puissent pas voir ce qui s'est passé, quoi, en gros. Et donc, sous la menace d'une arme, forcément, Ed et tous les enfants doivent sauter du bus à la camionnette. Ils remplissent le premier, puis ils conduisent ailleurs, et ils attrapent les autres enfants pour remplir le deuxième van. Ed était dans le deuxième van avec Larry Park, qui n'a que 6 ans. Il sera adulte lorsqu'il raconte son histoire, parce que ça aussi, je l'ai peut-être pas dit dans tous les YouTube, etc. Tu as les enfants petits qui racontent leur histoire, et d'autres qui sont grands qui racontent leurs histoires.
Il dit que lorsqu'il s'est dirigé vers l'homme qui tenait le fusil de chasse, les canons ont commencé à sembler si gros qu'il allait les avaler. Enfin, tu vois la peur de l'enfant et qui se souvient de comment ça s'est passé, quoi. Donc, Jennifer, 9 ans, sera placée aussi dans le deuxième véhicule. Et là, à ce moment-là, elle est séparée de son frère Jeff, qui a 10 ans. Et c'est là qu'elle dit qu'elle a vraiment peur. Elle n'arrête pas de dire à ses amis, je veux Jeff, je veux Jeff, je veux Jeff. Mais aucun enfant ne sait ce qui se passe. Et donc, du coup, ils sont complètement coincés. Donc, pendant ce même temps, la mère de Jennifer et Jeff, donc Joanne Brown, elle rentre du travail dans ce qui devait normalement être une maison pleine d'enfants qui l'attendaient, parce qu'apparemment, on ne déposait pas juste Jennifer et Jeff, mais quelques copains. Ok. Mais elle dit en rentrant, il n'y a pas de beurre de cacahuète sur le comptoir, il n'y a pas de chaise dehors. Ils n'étaient pas là. Et puis le silence, quoi. C'est ça. Donc, on est dans les années 70. Donc, ils attendent un peu de voir. Oui, comment tu fais? C'est le genre de choses qui semblent si bizarres maintenant. Oui. Mais c'était une époque où tes parents te disaient, tu sortais jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Va jouer. Bah oui, va jouer. C'est ça. Donc, si tu veux, les enfants à cette époque-là étaient beaucoup plus autonomes. Oui. T'allais chez des amis et même si tu savais que tes parents ne voulaient pas ou qu'ils seraient en colère, s'ils t'invitaient à manger, tu restais et tu rentrais plus tard. C'est ça. Mais là, je suis en train de lire un livre de Bret Easton Ellis qui parle beaucoup de la Californie de cette époque-là et il parle de son enfance. Il dit, mais c'était génial. C'est vrai qu'on était ultra indépendants. C'est ça. Et en fait, donc, du coup, quand tu restais avec tes amis manger, tes parents étaient en colère de toi quand tu rentrais, mais ils s'étaient pas inquiets. Ils savaient où tu étais. Ben oui, toujours. Donc, c'était vraiment autre chose, en fait. Et donc, du coup, forcément, attends, je me retrouve, ils vont pas m'aimer au véritable. Quand même, au bout de quelques heures, les parents commencent à s'appeler entre eux, et là, ils se rendent compte que presque aucun enfant était rentré, sauf les premiers qui ont débarqué. Ouais. Et du coup, il faut environ 2 heures pour appeler la police. Wow. La police et les parents sortent ensemble et retracent l'itinéraire du bus, mais aucun des enfants n'est en vue. Et ce n'est que lorsque la police lance des recherches aériennes, ils vont repérer le bus dans le marais caché dans les bambous. Le shérif là-bas, ça s'appelait Ed Bates, et ses adjoints se sont précipités sur les lieux, mais le bus était abandonné, il n'y avait pas d'empreinte sur le sol, ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, mais ils sont capables de suivre quand même les traces de pneus de la camionnette, enfin des 2 camionnettes, et comprennent que quelqu'un a tiré ces camionnettes jusqu'à l'arrière du bus. Ouais. Donc là, ils savent que les enfants étaient dans le bus, qu'ils ont été chargés dans un autre véhicule qu'ils ne peuvent pas identifier et qu'ils ont été transportés quelque part. Le shérif Bates appelle carrément le gouverneur Jerry Brown et demande de l'aide immédiate du FBI. 30 agents du FBI sont appelés pour aider à l'enquête et pendant ce temps, Ed et les enfants sont conduits dans ces 2 fourgonnettes bondées aux vitres teintées. Il n'y a pas de ventilation, ils ne peuvent pas voir où ils vont. C'est une nuit extrêmement chaude, comme j'avais dit. Il n'y a ni nourriture ni eau et ils ne laissent personne aller aux toilettes. Ils conduisent près de 12 heures. Donc, imagine ce qu'il y a dans la tête des enfants. Imagine que les enfants vomissent à cause de mal des transports. Ils peuvent pas voir à l'extérieur. Les routes sont chaotiques. Il y a des enfants bien sûr, qui pleurent. Oui. Et puis d'autres enfants, les plus âgés, essayent d'empêcher tout le monde de pleurer. Donc, ils se mettent à chanter des tubes du jour. Wow. Ils vont chanter Boogie Nights tous ensemble. Okay. Puis ils vont chanter Love Will Keep Us Together. Parce que j'ai entendu ça, tu entends la chanson. C'est la gueule, Love will keep us together. Ah oui. Then in stormy weather. Something like that. Enfin, tu imagines les chansons tous en train de faire ça pour se remonter le moral. C'est quand même horrible. C'est touchant, quoi. Ouais. Et les petits-enfants qui ont peur, ils essayent de se reconforter mutuellement. Donc, les plus grands vont ensuite chanter « If you're happy and you know it, clap your hands ». Voilà. Mais ils changent des paroles « If you're sad and you know it ». Oh. Ouais, c'est touchant. Oh mon Dieu. Donc, finalement, vers 3h30 du matin, cette camionnette s'arrête. Et là, on est le vendredi 16 juillet. L'une des portes arrière de la camionnette s'ouvre et les hommes masqués tirent d'abord vers l'extérieur, puis referment la porte. Et tous les enfants se souviennent de ce moment et le racontent parce qu'ils ont une peur tellement affolant, ne sachant pas ce qui se passe. Donc là, ils restent là, encore en train d'attendre encore quelques minutes. La porte s'ouvre à nouveau et l'un des hommes se penche et attrape l'enfant, en gros, le plus proche de la porte. Ouais. Voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont décharger les 2 camionnettes. Ils prennent les petits-enfants qui attendent, juste assis là. Et les enfants, ils savent pas si les gens sont amenés quelque part, s'ils sont tués, ils savent rien, quoi. Le plus âgé des garçons s'appelle Mike Marshall, il a 14 ans. Et lui, il est le dernier enfant dans le van avec une fillette de 5 ans.
Et il ne veut pas la laisser sortir toute seule, alors qu'ils les font sortir un par un, quoi. Ouais. Mais il doit donc littéralement lui arracher les mains de son bras pour lui qu'il puisse sortir. Et il raconte plus tard à quel point cette décision a été horrible parce qu'il dit qu'il pensait je peux pas la laisser sortir seule, je dois sortir avant elle. En fait, c'était une façon pour lui de la protéger. De la protéger, ouais. Ensuite, la fillette sera laissée quand même toute seule dans le van apparemment un peu plus de longtemps, apparemment juste pour lui faire peur. Et en fait, là, quand elle est sortie, elle se rend compte qu'ils sont conduites à quelque chose qui ressemble à une échelle, mais qui descend dans un trou dans le sol. Mm-hmm. Ils sont au milieu de nulle part et ils disent juste que ça a l'air sablonneux où ils sont. Donc, Jennifer Brown va dire, lorsqu'elle est descendue sur cette échelle, elle s'était dit, ils nous envoient en enfer. Ah oui. Ils découvrent un bunker souterrain et ils y sont tous les enfants, les 26, avec Ed. Donc, chaque enfant descend l'échelle et quelque part, il se rend compte que personne n'est enlevé, personne n'est tué. Et donc, du coup, il y a une sorte de joie à ça. Un soulagement de se sentir réunis. Mais le problème, c'est que là, il fait hyper noir, ils voient rien, quoi, absolument rien. Mais petit à petit, leurs yeux commencent à s'habituer au lieu et ils remarquent qu'il y a une table avec des carafes d'eau et de la nourriture, mais pas beaucoup. Il y a des toilettes bricolées. Bon, c'est un peu dur à expliquer, mais c'est un peu sur les côtés du truc, comme des trous où ils peuvent aller faire leurs besoins. Et ils peuvent quand même à ce moment-là entendre des ventilateurs tourner. Okay. Donc ils savent qu'il y a une ventilation de prévue. Donc ils ne vont pas mourir asphyxiés. Exactement. Donc une fois qu'ils sont tous dedans, voilà, les ravisseurs vont jeter un seul de papier toilette, dont ils donnent autant de bouffe et d'eau, en disant nous reviendrons vous chercher. Puis ils couvrent l'ouverture avec ce que tout le monde pense être une plaque d'égout. Okay. Donc là, ils sont tous là, le couvert se ferme, ils sont dans le noir, ils entendent que quelque chose d'autre est déversé, mais sans savoir ce que c'est, peut-être. Et là, ils se rendent compte qu'ils sont enterrés vivants. De retour à Chowchilla, les parents sont rassemblés au poste de commandement installé à la caserne des pompiers. Toute la ville est forcément très inquiète et forcément tout le monde est au courant. Mais parce que le petit village... Un bus d'enfants qui disparaît. Ouais, 26 des enfants. Donc, ils essaient de comprendre ce qui se passe. La police essaie de comprendre, mais forcément, qui a fait ça, pourquoi, comment, mais ils sont complètement déconcertés. Forcément, mais de suite, cette histoire fait la une des journaux nationaux. Normal. Donc, ce soir-là, le même soir, enfin, c'était le vendredi, je crois, ou c'était le jeudi, le vendredi, je sais plus. Walter Cronkite, je sais pas si ça te dit, mais c'était un journaliste hyper célèbre de cette époque. Lui, il commence son show de la soirée avec cette histoire de 26 écoliers disparus, d'un chauffeur de bus, etc. Incroyable. Les parents angoissés. Il y a le président Ford qui envoie un message. Enfin, tout le monde veut savoir où sont ses enfants. C'est un des plus grands enlèvements de l'histoire des États-Unis, d'ailleurs. Mais à ce moment-là, donc personne ne sait qui c'est, ils n'ont pas la moindre idée qui pourrait être, et ils connaissent pas leur plan non plus. Mais pourquoi ils ont fait ça, quoi. Oui. Donc, des appels affluent au service de police, puisque c'est devenu tellement un gros truc qu'ils reçoivent 40 000 appels. C'est du monde entier, c'est des personnes qui sympathisent, c'est des journalistes. En gros, ça explose. Donc, 12 heures vont passer dans le trou, comme vont l'appeler les enfants. Les choses vont de mal en pire. Ils sont à court de nourriture, il leur reste très peu d'eau, et les ventilateurs qu'ils entendaient au début s'arrêtent. Un enfant décrit la situation, alors je sais pas laquelle parce qu'il est jamais nommé. Il dit que dans le trou, il y a des blocs posés sur des sols qui ont des piliers un peu partout. Et on dirait que cela soutient le plafond et renforce les côtés, si tu veux. Et c'est là qu'un des garçons commence à donner des coups de pied dans ces blocs, visiblement par rage ou par peur. Et à chaque coup de pied, il déplace les blocs. Et quand les blocs bougent, le plafond et les poutres bougent aussi. Puis le plafond commence à s'affaisser un peu. Et ainsi que les parois. Oh mon Dieu, le cauchemar. Vers l'intérieur et la poussière et la saleté commencent à s'infiltrer. Oh, le cauchemar. Forcément, tout le monde est terrifié à l'idée que le plafond s'effondre. Bien sûr. Et c'est là où Ed et les plus grands vont se réunir et décident que s'ils doivent mourir, ils vont mourir en essayant de sortir. Ouais. Donc, Ed et Mike Marshall, le plus âgé de 14 ans, décident donc d'empiler. Il y avait des matelas qui étaient disposés un peu tout autour. Et ils les empilent les uns sur les autres pour que Mike puisse y grimper et atteindre la trappe par le haut. Ouais. Donc, ils arrivent à attraper la trappe, mais là, quand il est là-haut, il essaie de pousser, mais elle est hyper lourde, il peut à peine la pousser.
Et c'est là où tous les enfants vont commencer à l'encourager. Allez, Mike, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, Mike, tu peux le faire. Et là, il dit, mais tout d'un coup, elle a bougé, quoi. Ouais. Donc, il arrive à le déplacer un tout petit peu sur le côté. Et là, il y a un trou d'environ 15 cm de large. Donc, c'est mini, mais bon, ils sont petits. Donc là, il doit traverser ce mini trou et découvrir ce qu'il y a au-delà. Ouais. Parce que, en fait, les gars peuvent être là avec des armes. Ils savent pas ce qui leur attend. Mais ils disent, il n'y a pas de ventilation, pas d'eau, il faut sortir. Donc, Mike se porte volontaire pour monter. Il sort du trou et se rend compte que, en fait, il est encore dans une autre boîte qui est un peu remplie de terre et contenant 2 batteries de camions qui se trouvaient sur le couvercle de plaques d'égout qui faisait que c'était fort. Ah, ok. Mais comme ils ont commencé à le déplacer, les batteries sont tombées et ça a délogé la terre qui était au-dessus. Okay. Et donc, du coup, il commence à mettre des coups de pied et frapper tous les côtés de cette boîte. Et en fait, c'est une boîte fabriquée de 3 fois rien. Et il fait un chemin pour sortir. Donc, il la traverse et Larry Park, l'enfant de 6 ans, va décrire quand il voit Mike faire ça, qu'il y a un rayon de soleil qui vient et un peu de saleté qui tourne par le trou et le soleil qui faisait scintiller et qui pensait que c'était des étoiles filantes. 6 ans, hein? Ouais. Donc là, tout d'un coup, ils sont dehors. Mike sort le premier pour s'assurer que la voie est libre. Il ne voit personne. Il voit des collines, il voit des arbres, mais tout se ressemble un peu. Lui et Ed vont aider tous les enfants à sortir du trou. Et le temps qu'ils sortent, il est maintenant 8 heures du soir, le 16 juillet. Donc, ils sont en captivité pendant 16 heures, quand même. Okay. Ça a duré longtemps. Jennifer, quand elle sort enfin, elle va regarder autour d'elle et dire, on aurait dit qu'on était dans une dune de sable avec un petit rectangle et cette échelle, mais à part ça, il n'y avait rien autour. Et personne. Donc là, au loin, ils vont entendre des bruits de moteurs, des sortes de bruissements du métal. Ils savent pas ce que c'est, mais donc ils se mettent à marcher vers le bruit. Tu vois, je sais pas si j'irai vers le bruit ou de l'autre côté. Moi aussi, je me suis posé la question. Tu vois. Et en plus, ils sont tous ensemble. Ouais. Et quand ils s'approchent, ils se rendent compte qu'ils sont dans une carrière. Donc là, imagine cette scène. T'as des gars qui travaillent de nuit, ils ont leur casque, ils sont dans une carrière. Et là, ils voient un homme, plein d'enfants tout sales, échauffés, 26 enfants, qui traversent une carrière à pied à 8 heures du soir. Et là, il y a Ed qui va leur dire, nous sommes de Chowchilla et nous sommes perdus. Mais là, ils sont tous au courant, ils savent qui ils sont, parce que ça fait la une de... tout le monde en parle, quoi. Putain. Ouais, voilà. Et ils ont de la chance que c'était pas les méchants. Oui, complètement. J'ai pensé la même chose, mais ils ont de la chance. Dans un film, ce serait les méchants direct. Oui, mais c'est pas un film. Oh mon Dieu, c'est comme un film un peu. Ouais. Là, en fait, au final, ils sont à Livermore, en Californie, qui est que à quelques heures de la route de Chowchilla. Et d'ailleurs, c'est une ville dans laquelle j'ai vécu brièvement, malheureusement. Et en fait, les gars qui les ont, leurs kidnappeurs, en fait, ils ont juste fait le tour longtemps. Ils sont pas allés si loin. Ils ont conduit pendant 12 heures. Mais en fait, ils ont dû vouloir s'assurer que personne les suivait, les trouvait, ou aimer la confusion, je sais pas. Ouais. Mais ils sont pas très loin de Chowchilla, en fait. Donc, forcément, les gens-là sont au courant de ce qui se passe. Donc, la police est appelée, elle arrive sur place, elle prend des photos de tous les enfants, et là, elle leur fait monter dans un bus, de nouveau. Super. Ouais. Et puis les amener pour un centre de réadaptation, une prison à Santa Rita. Juste imagine le PTSD des enfants. Pas une très bonne idée, ça. Non. Là, on va dire que certains des enfants se pensaient toujours en danger, quand même. Mais j'imagine que c'est le seul endroit à proximité où vous pouvez accueillir tous les enfants, contenir la situation, puis les interroger pour savoir ce qui s'est passé, tu vois, parce que là, c'était peut-être à court, quoi. Donc, on va les mettre dans une salle de classe, on va leur donner des sodas et des pommes, et ensuite, on va leur donner des combinaisons de prison d'adultes. Oh, putain. Pour qu'ils puissent se changer. Oui, bien sûr. Et tu imagines la taille de tous ces enfants. Et d'ailleurs, tu verras plein de photos. Et certains retroussent le pantalon et leurs bras, alors que d'autres, en fait, ils les laissent flotter comme ça. Ouais. Mais ce qui est choquant dans ces photos, pour moi, c'est qu'en fait, quand tu regardes la tête des enfants, là, ils ont l'air heureux, quoi. Ok. Il y a 2 policiers qui sont là avec eux et qui tiennent les petits dans leurs bras et tu les sens en sécurité, quoi. Donc ça devrait leur faire du bien. Tu m'étonnes. Donc les médecins arrivent aussi sur place rapidement, ils examinent tout le monde, s'assurent que personne n'est blessé ou déshydraté ou autre. Et à part quelques bleus et égratignures, tout le monde va bien physiquement.
Incroyable. Mais il y a des pleurs. Tout le monde pleure, même si tout le monde va bien. La police va interroger Ed et les plus grands enfants pendant 4 heures quand même, avant de les mettre dans un autre bus Greyhound. Et là, franchement, vous n'aurez pas trouvé un autre moyen de transport parce que moi, perso, je ne monte plus jamais de ma vie dans un bus. C'est clair. Ah. C'est clair, j'annule mon abonnement. Complètement. Donc, encore une fois, tu as les photos d'eux dans le bus Greyhound, dans leur combinaison blanche de prisonniers, mais ils ont l'air heureux. Ils sont escortés par la police pendant jusqu'au retour de Chowchilla, où ils vont arriver à 4 heures du matin. Wow. Et quand ils arrivent là, ils descendent avec un énorme groupe de journalistes et plein de personnes qui leur crient dessus. Par exemple, sur Mike Marshall, ils savent déjà qui c'est. Ils lui disent « Salut Mike, comment était la fosse ?» Enfin, t'imagines le truc pas... Ça fait très Truman Show, tu sais, genre, t'as l'impression que c'est du faux qui vient de se passer. Voilà, c'est un gamin de 14 ans qui vient de vivre une expérience horrible et eux, ils veulent la une. Ouais. Comme quoi, ça n'a pas tant changé. Particulier. Et puis, ça choque les enfants parce que comment ils me connaissent, quoi. Oui. Eux, ils sont... Ça fait très... Ouais, ça doit faire très bizarre. Ouais, voilà. Et puis, Ed, forcément, quand il descend de bus, il est accueilli quand même comme plein d'acclamations et d'applaudissements. Enfin, bref. Donc, les enquêteurs retournent sur le site de l'enfouissement de la carrière et ils vont déterrer un camion de déménagement qui a été enterré dans un grand champ ouvert de la carrière et ils commencent à chercher des indices. Donc, le camion date de l'année 1965. Il y a des grands passages de ronds où on l'a remorqué et un peu séparé à l'arrière. Donc, les personnes qui ont fait ça ont pris le temps d'enterrer un camion aussi gros, aussi énorme et de tout planifier. Donc, les enquêteurs se disent que ça a dû prendre des semaines, voire des mois. C'est clair. Voilà. Donc, immédiatement, ils supposent que la personne derrière tout ça doit avoir accès à cette carrière d'une manière ou d'une autre. Et il se concentre rapidement sur le fils du propriétaire de la carrière, Fred Newhall-Wood, 24 ans, qui a un casier judiciaire, et 2 de ses copains, 2 frères, James et Richard Schoenfeld. Eux, ils ont tous été arrêtés ensemble pour un vol de voiture auparavant, parce qu'ils travaillaient. Fred et James apparemment travaillaient ensemble dans la vente de voitures d'occasion. Ils ont été arrêtés lorsqu'ils ils s'étaient associés avec Richard pour en voler une. Mais en fait, tous sont sortis sans peine de prison, juste avec des amendes, parce que ils sont tous les 3 issus de familles blanches riches. Il a fallu 1 jour aux enquêteurs pour les identifier. Ok. Voilà. Donc, ils vont examiner les images de sécurité de la carrière. Ils découvrent que les 3 garçons ont passé des mois avant l'enlèvement à creuser un énorme trou et les gardes de sécurité confirment l'identité de Fred. La police se rend donc à la maison du père de Fred. Et là, il faut imaginer la richesse. Ils sont riches, super riches. T'es propriétaire d'une carrière, quoi. Enfin, c'est pas... voilà. Et là, chez le père, ils vont découvrir le fusil de chasse utilisé lors de l'enlèvement et puis des papiers détaillant le plan de l'enlèvement. Alors, littéralement, s'il te plaît, tiens-toi prête, un morceau de papier avec le mot « plan » écrit en majuscule en haut. Comme dans les cartoons. C'est ça, sans blague. Je rigole parce que personne n'est mort, si tu n'as pas compris. C'est clair. Voilà. Mais ils sont tellement stupides, ils ont si mal fait les choses, mais en même temps... Putain, ils ont taffé. Ils ont intérêt pour simplement tout bafouiller, quoi. Alors, attends, parce que quand même, passer d'un vol de voiture à enlever 26 enfants... Je l'explique un peu. Ok, d'accord. Donc, la police trouve aussi une demande de rançon qui n'a jamais été remise, qui demande 5 millions de dollars en échange du retour des 26 enfants dans le bus. Mais personne n'a jamais reçu. Voilà. Donc, ils n'avaient pas compris qu'il fallait d'abord poster la... Je vais l'expliquer. Okay, pardon. Donc, des mandats d'arrêt sont émis contre Fred Rose, James Schoenfeld et Richard Schoenfeld. Richard se rend lui-même le 23 juillet, 8 jours après l'enlèvement. Mais James et Fred prennent tous deux la fuite dans des directions différentes. James zigzague dans tout l'ouest des États-Unis, alors que Fred tente de se diriger vers le nord, vers le Canada. Donc, 2 semaines après l'enlèvement, James sera appréhendé à Menlo Park le matin du 29 juillet, donc pas très très loin des faits. Et Fred est arrêté à Vancouver en essayant de passer la frontière. Okay. Voilà, le soir même, le même jour. Okay. Lors de leurs interrogatoires, les ravisseurs ont révélé qu'ils avaient planifié ce crime pendant 1 an et demi. Ce qu'ils étaient censés faire, comme tu disais très justement, c'était après avoir kidnappé le bus rempli d'enfants, ils étaient censés appeler le département de police de Chowchilla pour exiger leur rançon, pour dire « nous vous envoyons la note ». Mais comme l'histoire avait été diffusée si rapidement dans le monde entier, ils n'ont pas pu parce que les lignes téléphoniques étaient occupées. Saturées. C'est ça, saturées. Donc, ils ont décidé d'attendre. Ils ont fait une sieste. Non.
Mon Dieu. C'est. Et tu sais, ça crève de faire un trou aussi grand. J'avoue, honnêtement. Et de couvrir un fucking bus de terre. Je sais pas, moi j'ai fait un peu de jardinage 1 an et demi plus tard. Merde. Et quand ils se sont réveillés, ils ont allumé les informations et Ed et tous les enfants s'étaient échappés. C'est bon. Sacré rêve. Ah, putain. Sacré sieste. Voilà. Ouais. Donc, interrogé justement sur le mobile de l'enlèvement, James, celui qui s'était rendu, explique que bien qu'ils sont issus de familles aisées, les 3 étaient extrêmement endettés. Forcément. Et ici, nous avions besoin de plusieurs victimes pour obtenir plusieurs millions et nous avons choisi des enfants parce que les enfants sont précieux. L'État serait prêt à payer une rançon pour eux et ils ne se défendent pas. Donc, ils ont vraiment mal géré leur truc. Donc, ils n'ont pas eu d'autre choix que de plaider coupable de 27 chefs d'accusation d'enlèvement contre rançon et de vol qualifié en juillet 1977. Là, ils sont également accusés de 8 chefs de blessures corporelles pour les blessures physiques subies par certains des enfants. Mais leurs avocats les avertissent qu'ils risquent la prison à vie, quoi qu'il arrive, mais qu'ils sont reconnus coupables. S'ils sont reconnus coupables de blessures corporelles, ils n'auront aucune chance d'obtenir une libération conditionnelle. Okay. Donc, ils plaident coupables à tout. Donc, beaucoup de ces enfants vont témoigner au tribunal. C'est assez incroyable. Il y a des vidéos de Jennifer, âgée de 9 ans, qui parle. Et apparemment, on aurait rangé son histoire pour le montrer aux autres, pour qu'ils puissent assimiler ce qui leur est arrivé. Parce que Jennifer était capable d'en parler. Il parle des conditions horribles dans lesquelles ils se sont trouvés, des cauchemars chroniques, et du SSPT, c'est le PTSD en français, je crois. SSPT? Je crois. Syndrome... Attends, c'est post-traumatique. Syndrome... Post-traumatique, syndrome de stress post-traumatique. SSPT. Bah oui, syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Joli. Donc, ils souffrent encore maintenant. Hein. Donc, leur témoignage forcément conduit à un verdict de culpabilité. Et le 17 février 1978, Fred, Wood, James et Richard Schoenfield sont condamnés à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. 5 semaines après l'enlèvement, Ed, Ray et les 26 enfants vont faire un voyage à Disneyland. Non. Et le 22 août de la même année... j'espère que non. J'ai pas regardé ça, mais probablement. Hein. Merde. Le 22 août de la même année, Chowchilla va célébrer sa première journée annuelle Ed, Ray et les enfants avec un défilé dans la rue principale et qui honore les 27 survivants. Incroyable. Forcément, les enfants sont traumatisés par cette expérience. Certains souffrent de crises de panique. Presque tous font des cauchemars récurrents. En 1980, 4 ans après l'enlèvement, les Fred, James et Richard vont faire appel à des accusations de lésions corporelles. Donc, leurs avocats ont fait valoir que des coupures et des ecchymoses sur les enfants n'étaient pas suffisantes pour justifier l'accusation officielle de lésions corporelles. Et ils vont gagner ce procès. Et du coup, ça sera annulé et donc ils vont tous être éligibles à la liberté conditionnelle. Wow. Donc, 2 ans plus tard, en 82, les audiences de libération conditionnelle vont commencer. Et là, encore une fois, tous les survivants sont ramenés devant le tribunal pour témoigner de nouveau afin d'essayer de maintenir les 3 derrière les barreaux. Au final, les survivants de l'enlèvement de bus de Chowchilla ont dû subir 60 audiences de libération conditionnelle. C'est-à-dire chaque année, pour un des 3 hommes, quel que soit le nombre d'années, chaque année, ils doivent témoigner à nouveau. Putain. Ce qui est dégueulasse. C'est horrible et ça devrait être quelque chose qui est mis en place, en fait, si jamais vous faites ça. Après, les victimes vont devoir revivre ça. Ils peuvent juste écrire une lettre, nous dire, est-ce que vous êtes d'accord, sondage, vous êtes d'accord pour la liberté? Non, parce qu'ils ont déjà toutes les infos. Leur demander de revenir à chaque fois, c'est dégueulasse. Horrible. Alors que ça leur est arrivé. Puis encore, ils sont des enfants de 6 ans, 2 ans, 4 ans, 6 ans plus tard. Il a 12 ans. C'est clair. Tu leur forces à revivre l'expérience. Enfin, je trouvais ça affreux. Donc, par exemple, donc Larry Park, dont je parlais, selon ses propres mots, est devenu un enfant de colère. Sa rage conduit ses parents à le placer dans un centre de détention pour mineurs à l'âge de 15 ans pour essayer de rééduquer son comportement, mais ça marche pas. Ben non, évidemment. À 21 ans, Larry consomme de la méthamphétamine, du crack, d'autres drogues hyper irresponsables. Pareil, Mike Marshall, le héros de 14 ans, lui, il dit quand il était enfant, il pouvait voir toutes les années à venir. Et puis après l'enlèvement, je pouvais pas voir demain.
Donc, il commence à boire excessivement à l'âge de 18 ans et il le fera jusqu'à l'âge de 48 ans, mais il va finalement trouver la force de traiter son alcoolisme. Jennifer Brown sera également hantée par des cauchemars pendant des années. Aujourd'hui, elle se dit mariée, avoir surmonté ses difficultés avec sa famille et l'aide de son église, donc ceux qui l'ont soutenue. Et un moment d'ailleurs, une autre vidéo que tu peux voir, un journaliste va lui demander pourquoi elle pense que les 3 hommes ont fait ça. Elle va leur répondre, je ne sais pas, ils n'ont pas reçu assez d'amour, que je trouve assez touchant. C'est ça. Donc, en juin 2012, 36 ans après l'enlèvement, Richard Schoenfield a été libéré sur parole et son frère James a suivi 3 ans plus tard en 2015. Beaucoup d'enfants, aujourd'hui forcément adultes, et leurs familles sont en colère que les accusations ont été annulées et du coup, ils ont pu avoir la libération conditionnelle. À une exception notable, Larry Park, après des années de souffrance et toxicomanie, décide qu'il veut comprendre le ressentiment envers les ravisseurs et les parler. Donc, il va les rencontrer. D'accord. Quand ils sortent de prison, parce qu'il veut les pardonner. Et les 2 hommes acceptent. Ça aide, il paraît aussi. Ouais, écoute, il dit de cette expérience, je cite, « Cela a changé ma vie. Quelque chose m'a submergé et j'ai connu une paix que je n'avais jamais connue. Wow. Ce jour-là, j'ai su que tout irait bien. » Wow. Et maintenant, il est sobre et il dirige une entreprise de bricolage. Et il fait du bénévolat en tant que pasteur dans son église locale. Donc, la police qui avait soupçonné Fred d'être le cerveau, entre guillemets, de tout le complot, qui est un vrai sociopathe, qui un peu a entraîné les frères dans son plan. Son super plan. Il dit qu'il n'a jamais montré un remords pour ses actes et il s'est vu refuser la libération conditionnelle jusqu'en août 2022, âgé de 70 ans, où il est sorti. Après l'enlèvement, Ed Ray, le conducteur de bus, va reprendre son travail de chauffeur de bus scolaire qu'il fera pendant 12 ans jusqu'à sa retraite en 88. Et le 17 mai 2012, il meurt de cause naturelle à l'âge de 91 ans. Et juste pour la fin, la ville de Chowchilla continue à célébrer la journée des enfants et de Ed Ray tous les 26 février. Et en 2016, les survivants de l'enlèvement de bus de Chowchilla ont intenté un procès contre les trois hommes pour obtenir une compensation financière pour ce qu'ils ont subi. Et j'aime bien, et ça sera le mot de la fin, le montant exact n'a jamais été rendu public, mais l'un d'eux va déclarer « C'était suffisant pour une thérapie sérieuse, mais pas pour acheter une maison. » Voilà, et que la thérapie, j'espère qu'elle est survenue bien avant. Et voilà l'histoire horrible de l'enlèvement des survivants du bus scolaire de Chowchilla. Incroyable. Super histoire, hein? Incroyable. Ouais, moi aussi, je trouve ça... Mais quelle horreur de faire ça. Ouais. Oh non, mais après, tout s'est bien fini et je suis contente, machin. Bon, ils sont tous... Mais le fait que la victime soit allée les voir, c'est vrai que ça aide. Tu sais, c'est comme cette vidéo de ce père ou de cette mère de victime qui parle à... Non, c'est une mère de victime qui parle à la personne qui a tué sa fille et qu'elle dit « je te pardonne ». Tu l'avais pas fait, cette histoire, toi? Je crois. Ouais. Je crois que c'est... je suis pas sûre si c'est pas BTK, je sais plus. Et qui font en larmes, en fait. Parce mais t'as pas fait BTK, donc c'est pas celle-là. Si, j'ai fait BTK. Oh, on suit pas. T'as pas fait BTK? Si, je l'ai fait. Si, tu l'as fait. Moi, je pensais à celui qui s'habille en clown. Ça, je l'ai pas fait, John Wayne Gacy. Ah oui, c'est ça. J'ai confondu. Non, parce qu'on fait pas les... Oh, BTK, il est connu. Mais parce que j'en ai pas fait beaucoup de... Oui. C'est connu. Oui, c'est vrai. Je les sprinkle comme le sel de Salt Bay. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais super histoire, j'ai adoré. Ouais, elle était incroyable. Intéressante. Hein. Merci à Polly. Ouais, grave. Voilà. Ah, mais j'irai la voir pour lui demander ma prochaine histoire. Elle arrive demain, je vais lui faire écouter. Elle vient ici demain? Ouais. Ah, cool. Voilà. Et sur ce... écoutez, bonne soirée, bonne journée. Et puis merci de nous écouter. Ne faites pas de meurtre. On vous aime. Don't do murder, drink the wine. Kisses. Bye. Ciao. Si t'aimais ça, like and subscribe.